Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur les caches et nous allons aujourd'hui essayer de comprendre le fonctionnement des caches avec un S car il y a en effet dans la grande majorité des ordinateurs grand public plusieurs caches au sein d'un processeur. Mais avant tout, il est important de comprendre ce qu'est un cache. Un cache est une mémoire bien plus petite que la RAM qui est placée dans le processeur, entre la RAM et entre le cœur de processeur. Voici la représentation d'un cache de 8 lignes faisant 128 bits chacune, faisant ainsi un cache de 8 x 128 bits, ce qui fait donc 126 octets. Nous considérerons ici qu'une case fait un octet, c'est la taille nécessaire pour y stocker un caractère. Vous avez aussi des entiers qui sont stockés sur 4 octets, des adresses qui sont stockées sur 4 octets, on suppose donc que le processeur est un processeur 32 bits, et ici un double si on réfléchit en C. Vous pouvez donc voir plus généralement qu'il y a des données aléatoires, ici par exemple le début de Hansel et Gretel qui continue ici, ici le début de la page Wikipédia de la théorie de relativité restreinte, et d'autres données. Le tag que vous pouvez voir ici est la partie de l'adresse qui ne correspond ni au décalage ni à la ligne. Elle permet de dire si oui ou non la donnée est présente. En prenant notre cache précédent, les données correspondant aux adresses OX1A8504C1, OX9F2013C1, OX7CB20AC1 sont différentes, mais si elles se trouvent dans le cache, ces données seront exactement stockées dans la même cellule mémoire, car les n derniers octets de ces adresses correspondant à des données dans la mémoire sont les mêmes. Dans cette définition, c'est les 8 derniers bits, mais ça peut être les 4, les 3, les 22 derniers bits. Cela dépend du type de cache que l'on a implémenté, que nous verrons plus tard. C'est ainsi le tag, c'est-à-dire cette partie, qui permet de dire si c'est la bonne donnée qui est dans le cache, c'est-à-dire si le tag fourni match avec le tag correspondant à la ligne stockée dans le cache. Pour se donner une meilleure représentation de ce qu'est le cache, quand la MMU va demander une adresse physique à la RAM, il va y avoir entre cette MMU et la RAM un cache, et la MMU va d'abord récupérer la donnée si elle est présente dans le cache, et si cette donnée n'est pas présente, elle va devoir le chercher dans la RAM. Nous avons donc la MMU, le cache et la RAM. Et comme dit précédemment, le cache est bien plus rapide que la RAM, donc si cette donnée est présente, cela sera bénéfique en termes de rapidité du programme. Dans l'exemple précédent, il y aurait pu avoir encore d'autres types de données. Nous allons donc déterminer le nombre d'entiers maximum que nous aurions pu stocker dans ce cache. Nous savons qu'il y a 8 lignes et que chaque ligne fait 16 octets. De plus, un entier est stocké sur 4 octets. Nous allons donc pouvoir stocker 8 x 16 divisé par 4 entiers, ce qui est égal à 32. L'avantage des caches est, du fait de leur proximité avec le processeur, puisqu'ils sont placés juste après la MMU, et de leur technologie, d'accéder à une donnée très rapidement. Par exemple, lorsque le processus va vouloir récupérer le caractère de la ligne 5 avec un décalage de 4, cela correspond donc au caractère ligne 5 est donc ici et décalage de 4, comptons-les, 0, 1, 2, 3, 4. Nous allons donc récupérer le caractère H. Le temps d'accès à ce caractère sera 10 fois plus rapide que s'il avait dû aller le chercher dans la RAM, car celui-ci était non présent dans le cache. Si mon cache est initialement vide, il me faut combien d'accès mémoire pour le remplir en entier avec mon processeur de 32 bits. Ce cache a 8 lignes et chaque ligne fait 128 bits. De plus, nous savons que ce processeur est 32 bits. Le bus de données transitant entre le processeur et la RAM, et donc aussi le cache, est sur 32 bits. Ainsi, il me faut 8 x 128 divisé par 32, ce qui est égal à 32 accès mémoire pour remplir le cache en entier avec mon processeur de 32 bits. Nous allons maintenant voir les généralités sur les caches. Il y a de grands principes à savoir sur les caches. Le premier principe est le principe de la localité spatiale. La prochaine donnée demandée a le plus de chances d'être à une adresse proche. Ce principe va nous aider pour choisir quelles données mettre dans le cache. Supposons que nous ayons accédé à l'adresse OX20. Le principe de localité spatiale nous dit que les prochaines adresses qui vont être demandées seront très certainement OX21, ou bien OX19, ou encore une adresse un petit peu plus loin, OX22, OX17. Le principe de localité temporelle nous dit qu'une donnée qui vient d'être demandée a le plus de chances d'être redemandée dans les prochaines instructions. Ce principe va nous aider pour choisir quelle donnée supprime dans le cache. C'est-à-dire que supposons que nous ayons accédé à l'adresse OX20, il y a plus de chances que l'adresse suivante demandée soit encore OX20. Ces deux principes semblent évidents, sachant que les données dans un cadre de page d'un processus sont contiguës. Cela est surtout valable pour le principe de localité spatiale, puisque les données d'un tableau seront contiguës, et beaucoup d'applications sont vouées à itérer les différents éléments d'un tableau. Autre notion de vocabulaire, on dit cache hit quand la donnée correspondante à l'adresse demandée est dans le cache.
C'est-à-dire que supposons que nous ayons accès à l'adresse OX20, la donnée correspondant à cette adresse est déjà dans le cache. On dit cache miss quand la donnée correspondante à l'adresse demandée n'est pas dans le cache. C'est-à-dire que si on suppose que nous accédons encore à cette adresse OX20, la donnée correspondante demandée n'est pas dans le cache et la MMU va devoir aller le chercher directement dans la RAM. Il existe différents types de caches. Il existe principalement 3 grandes familles, du cache plus simple au plus complexe, raison pour laquelle nous verrons à la fin un entre-deux, c'est-à-dire un cache qui reste simple mais qui garde une certaine logique. Nous allons voir donc en premier le cache préétabli, Direct Mapped Cache, qui est le cache le plus simple dans sa conception car il permet en un tic d'horloge de déterminer si la donnée est présente ou pas. Dans le cache à correspondance préétablie, l'emplacement d'une donnée dans le cache est directement lié à son adresse dans la mémoire. Un bloc de n octets, avec n étant égal à la taille d'une ligne dans la mémoire, se trouvera toujours à la même ligne. C'est un fonctionnement en modulo. On a en effet un seul emplacement possible dans le cache pour une adresse. La donnée à cette adresse sera toujours à la même ligne. Pour déterminer où se trouve la donnée dans le cache, il faut décomposer son adresse. Si nous prenons l'exemple du cache précédent qui avait 8 lignes de ces octets, et que nous supposons que nous avons un processeur de 32 bits, les adresses sont donc aussi sur 32 bits, raison pour laquelle cette adresse est sur 32 bits. On rappelle tout d'abord qu'à une adresse correspond un octet. Or, nous savons qu'il y a 16 octets par ligne. Ainsi, le décalage de l'octet sur la ligne va être représenté par les valeurs entières supérieures de log de 2 de 16, puisqu'il y a 16 lignes, ce qui est égal aux 4 derniers bits de l'adresse. Nous savons donc qu'avec le cache que nous avons à faire, ces 4 derniers bits vont représenter le décalage de l'octet au sein d'une ligne dans le cache. Nous savons aussi qu'il y a 8 lignes de cache. Ainsi, la ligne dans laquelle va se trouver l'octet va être représentée par la valeur supérieure de log2 de 8 qui est égale à 3, avant-dernier bits de l'adresse. Ainsi, nous pouvons écrire que ces 3 bits vont représenter la ligne dans laquelle va se trouver la donnée. Le reste de l'adresse va représenter le tag. Ainsi, les 32 - 3 - 4, ce qui est égal à 25 premiers bits de l'adresse, vont représenter le tag. Ainsi, pour répondre à la suite de la question, si cette adresse correspond à une donnée qui est déjà présente dans le cache, et comme le décalage est égal à 7 et la ligne est égale à 6, puisque nous supposons dans cet exemple que la donnée présente à cette adresse dans la RAM est dans notre cache, le tag qui est ici est exactement égal au tag qui est ici. Nous savons donc que la donnée est à la ligne 6 décalée de 7. Donc ligne 6, comme dit juste avant, le tag correspond, décalage de 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons donc récupérer le caractère i. La donnée associée à cette adresse se situera toujours à la ligne 6 décalée de 7. On suppose que la donnée correspondante à cette adresse est déjà dans le cache, c'est-à-dire que le tag match, on récupère ainsi dans ce cas le caractère i. Voici maintenant un nouvel exemple où nous supposons que nous accédons successivement aux adresses du bas vers les adresses du haut de cette RAM. On nous demande de représenter l'état de ce cache après avoir accédé à toutes ces données successivement. Nous allons donc déterminer en premier où tous ces caractères se situent dans la RAM. Bien évidemment, ils seront stockés de façon contiguë dans le cache. OX03E8 s'écrit en binaire. Le cache que nous avons est exactement de même type que le cache de l'exemple. Nous pouvons donc nous servir de ce que nous avons trouvé à la question précédente. Nous avons trouvé que les 4 derniers bits représentaient le décalage, donc ici de 8, et les 3 avant-derniers bits représentaient la ligne dans laquelle était stockée cette donnée, 6. Ainsi, la donnée est à la ligne 6 décalée de 8. Pour plus de simplicité, nous ne représenterons pas le tag. Nous avons déterminé que cet octet était à la ligne 6 décalée de 8. Nous avons donc ainsi, il y a bien évidemment avant 8 octets qui ont été chargés mais dont nous n'avons pas la connaissance ici, et les 2 octets suivants qui ont aussi été chargés et que nous ne connaissons aussi pas ici. Le décalage correspond donc à 14 et la ligne correspond donc à 3.
Cet entier va donc commencer ici et finir là. Nous allons donc avoir, avec encore une fois, des données qui sont chargées avant et des données qui vont être chargées après. Nous pouvons voir ici que l'entier va être stocké à cheval sur 2 lignes. Nous pouvons donc conclure que ce programme n'est vraiment pas optimisé. Faisons rapidement de même pour les 2 exemples suivants. Pour le dernier accès mémoire, nous allons voir quelque chose d'intéressant. Traduisons tout d'abord l'adresse OX27E3. Nous voyons donc que la donnée est à la ligne 6 avec un décalage de 3. Elle devrait donc se trouver ici. Cependant, il y a déjà des données présentes dans le cache. Avec le cache à correspondance préétablie, c'est simple, cette ligne va être invalidée, c'est-à-dire qu'on va la remplacer par les données présentes à ces adresses. Avec l'exemple que nous venons de voir, nous voyons immédiatement apparaître le problème du cache à correspondance préétablie. Il est tout à fait possible que 2 adresses arrivant sur la même ligne soient successivement utilisées. Par exemple, que ces adresses ici et ces adresses-là soient successivement utilisées chacun leur tour. Cela va rendre le cache inutile, puisqu'à chaque fois, si on accède par exemple à ces données, cette ligne va être invalidée, puis nous accédons encore à ces données. Donc ces données ont été mises dans le cache, elles vont être supprimées pour être remplacées par ces données. Et donc au final, vous voyez que le cache n'a aucun intérêt dans ce genre de situation. Puisque l'intérêt du cache est que la donnée demandée soit déjà présente afin d'économiser du temps. Le principe de localité temporelle n'est donc absolument pas respecté dans ce cas. Nous allons maintenant voir le cache totalement associatif. Le cache totalement associatif est à l'opposé du préétabli, ce qui va permettre d'éliminer l'effet ping-pong vu précédemment. Désormais, l'emplacement d'une donnée dans le cache n'est pas lié à son adresse. Un bloc de n octets, avec toujours n étant égal à la taille d'une ligne dans la mémoire, va pouvoir se trouver à n'importe quelle ligne du cache. Pour déterminer où est la donnée dans le cache, il faut toujours décomposer son adresse. Cependant, cette décomposition nous donnera que le décalage de cette donnée dans la ligne, mais plus dans quelle ligne elle doit se trouver. Reprenons l'exemple du cache précédent qui avait 8 lignes de 16 octets. Supposons que nous ayons toujours notre processeur de 32 bits, l'adresse est donc toujours sur 32 bits. Nous savons qu'il y a 16 octets par ligne. Ainsi, il va falloir la valeur entière supérieure de log2 de 16, ce qui est égal à 4 bits pour représenter le décalage. Ainsi, les 4 derniers bits représenteront le décalage de la donnée dans la ligne. Les bits restants représenteront le tag, c'est-à-dire les 32 moins 4 qui est égal à 28 premiers bits vont représenter le tag. Comme pour le cache à correspondance préétablie, supposons que nous accédions successivement aux adresses du bas vers le haut. On nous demande de représenter l'état du cache après avoir accédé à l'adresse OX12D1. On supposera dans cet exemple qu'il y a déjà des données qui sont contenues dans le cache. Ainsi, nous savons que cette donnée sera stockée à n'importe quelle ligne puisque c'est un cache totalement associatif et ce, avec un décalage de 0. Ainsi, je vais choisir que cette donnée sera mise à la ligne 2. Cependant, nous aurions pu mettre ces données exactement à la ligne 5 puisqu'il y avait de l'espace. Faisons de même pour l'adresse OX085C. Cette donnée va donc se trouver à n'importe quelle ligne, décalée de 12. Il ne reste plus qu'une ligne où il reste de l'espace. Nous allons donc stocker la donnée à la ligne 5. Faisons de même maintenant pour l'adresse OX12D0. Cette donnée va donc se trouver à n'importe quelle ligne, décalée de 0. Cependant, il y a un problème. Il n'y a plus d'espace disponible dans le cache. Quelle ligne va donc falloir que l'on invalide afin de stocker ces nouvelles données dans le cache? On voit donc immédiatement apparaître le problème du cache totalement associatif. Il a besoin d'aide pour supprimer une ligne, ce qui va impliquer l'utilisation de ressources matérielles. Observons maintenant le fonctionnement des caches n-associatifs ou n-way cache en anglais. Le cache n-associatif se voit comme un entre-deux-mondes du cache à correspondance préétablie qui est simple de conception et le cache totalement associatif qui est quant à lui complexe. Pour le cache n-associatif, l'emplacement d'une donnée du cache est partiellement lié à son adresse, comprenant chacun n lignes qui sont sélectionnées de façon préétablie.
Cependant, il y a une associativité totale au sein d'un set. Ils vont donc être représentés comme ceci. Comme pour le cache préétabli, les sets vont être choisis de façon intrinsèque liée à leur adresse. Cependant, au sein d'un set, il y a une associativité totale. Par exemple, les données stockées en ligne 6 auraient pu être stockées dans la ligne 7. Pour déterminer où est la donnée dans le cache, il faut décomposer son adresse. Prenons un cache 2 associatif, c'est-à-dire qu'il y a 2 lignes dans chaque set, et ce cache comporte 4 sets de 32 octets. Ainsi, il y a 16 octets par ligne. Supposons que nous ayons encore un processeur de 32 bits. Où peut se situer la donnée à cette adresse? Nous savons qu'il y a 16 octets par ligne. Ainsi, les 4 derniers bits vont représenter le décalage, car la valeur entière supérieure de log2 de 16 est égale à 4. Nous savons que dans les caches n associatifs, les sets sont choisis de façon préétablie. Or, dans ce cache, il y a 4 sets. Ainsi, les 2 avant-derniers bits vont représenter le set dans lequel la donnée va être, car valeur entière supérieure de log2 de 4, puisqu'il y a 4 sets, est égale à 2. Comme d'habitude, les bits restants vont représenter le tag. Supposons que nous accédions successivement aux adresses du bas vers les adresses du haut. Représentez l'état du cache après avoir accédé à l'adresse OX214D. Décomposons tout d'abord l'adresse OX05B2. Ainsi, cette donnée va se trouver dans le set numéro 3, décalé de 2 à n'importe quelle ligne. Ainsi, nous allons stocker cette donnée dans la ligne où il y a de la place dans le set numéro 3 avec un décalage de 2. Faisons de même pour l'adresse OX08C5. Ainsi, cette donnée va se retrouver dans le set 0 à n'importe quelle ligne avec un décalage de 5. Nous pouvons apercevoir que toutes les lignes du set 0 sont occupées. Il va donc falloir en invalider une. Nous allons par exemple aléatoirement supprimer la première. Regardons maintenant, après demande d'accès à l'adresse OX214C, où ces données vont être dans le cache. Ainsi, par exemple, nous allons invalider la deuxième ligne, parce que l'accès à la première ligne a été plus récent que l'accès à la deuxième ligne. Pour l'exemple juste avant avec l'adresse OX08C5, nous avions supprimé la première ligne aléatoirement. Nous avons ici changé notre technique de remplacement. Faisons maintenant un petit détour sur les algorithmes de remplacement. Nous allons voir maintenant rapidement les différents algorithmes de remplacement de lignes dans les caches totalement associatifs et n associatifs. Les algorithmes de remplacement permettent de choisir quelle ligne invalider lorsque le cache veut faire entrer une nouvelle ligne de données et que celui-ci est plein. La première technique qui nous paraît la plus logique est la LRU, Least Recently Used, qui invalide la ligne dont l'accès est le plus ancien. Cette technique a donné des pseudo-LRU, PLRU. Le PLRUM est une des techniques les plus utilisées car elle ne nécessite que de l'utilisation d'autant bits qu'il y a de lignes. Certaines techniques de LRU ou PLRU demandent l'utilisation de n fois n lignes, avec n étant le nombre de lignes. Il y a ensuite la technique FIFO, First In First Out, qui invalide la ligne qui est la première parmi toutes les autres à être arrivée dans le cache. Cette technique n'est parfois pas très cohérente car une ligne très utilisée est parfois arrivée il y a très longtemps dans le cache, mais va quand même être supprimée si le cache utilise la technique FIFO. Il y a enfin la technique random qui invalide une ligne au hasard. L'utilisation d'un algorithme par rapport à un autre peut se révéler très judicieux. Il faut cependant prendre en compte les coûts en mémoire et en ressources de chaque algorithme. Il faut aussi adapter la technique au fonctionnement de nos programmes, voire même adapter nos programmes au fonctionnement du cache de notre ordinateur. La technique random peut parfois être aussi performante que les autres, ce qui peut paraître assez surprenant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un like.